Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Moins de 2 ans, pas jour pour jour, mais à peu près, moins de 2 ans après sa désignation arbitraire à la tête du FLN et sans qu'il ait été élu par le comité central du FLN, conformément au texte qui régit ce parti, Ould Abbas est dégommé de façon tout à fait arbitraire, illégale, par des décideurs dont on ne sait plus qui ils sont vraiment, ni pourquoi ils ont chassé cet homme qui les a pourtant servis avec un zèle qui confinait à l'aplaventrisme le plus méprisable qui puisse s'imaginer. Et de la même manière, les mêmes qui ont chassé Ould Abbas nomment un remplaçant à sa place de façon tout aussi illégale. Le même Boucherb qui a remplacé au pied levé le président de l'APN de façon tout aussi illégale, le président de l'APN donc, qui avait été lui-même chassé de façon tout à fait illégale. Et donc, voilà, ils sont là à se remplacer les uns les autres de façon illégale. Le mépris que les décideurs affichent à l'endroit des propres militants du parti FLN et de leur structure organique n'a d'égal que l'empressement de ces mêmes militants à se bousculer sous les pieds de ceux qui les traitent comme des moins que rien, indignes de la moindre considération, ne serait-ce que pour sauver les apparences. Nous savons bien que le FLN, le RND et leurs autres satellites boustifailleurs n'ont aucun ancrage réel au sein de ce peuple, qu'ils galvaudent et qu'ils mettent à toute leur sauce. Il n'y a qu'à voir comment ils ont été élus au Parlement, le dernier, et à quel niveau de participation, des records d'abstention, qui en ont fait les députés les moins représentatifs du monde. Et ils sont pourtant majoritaires dans ce Parlement. Les Zama députés du FLN, les Zama maîtres du jeu parlementaire dans un Parlement élu à moins de 10% de l'électorat. Un chiffre qui a été difficilement porté à 30%. Des milliers de preuves dans des vidéos, des preuves sur le bourrage des urnes ont été fournies par les citoyens, mais sans aucune suite. Et même dans ce faux résultat de 30%, le FLN, parti zama majoritaire au sein de l'APN, n'a remporté, avec toute la fraude et tout le bourrage, que 1 681 321 votes. 1 600 000 votes. Sur 23 251 503 électeurs. Voilà ce qui est de la représentativité de ce parti. Moins de 7% de l'électorat. 7%. Avec un bourrage qui a triplé les véritables résultats. Mais bon, faisant comme si les sièges n'avaient pas été vendus aux enchères, quasiment sans s'en cacher. Et Ould Abbas, on sait quelque chose, lui, dont le fils a été pris la main dans le sac avec une grosse somme d'argent en dinars et en euros et une liste de candidats qui avaient payé leur élection. Passons, faisons comme s'il n'y avait pas eu de bourrage. Et prenons les chiffres du régime, lui-même, ces chiffres, sur ces élections. 7% de représentativité du FLN, qui se dit le premier parti du pays. Celui dont le président se trouve être le président de la République. Ce même président de la République dont l'état de santé a défrayé la chronique mondiale et qui ne s'est pas adressé à son peuple pendant plus de 6 ans. Un président de la République qui est là depuis 20 ans et qui ne parle pas à son peuple depuis plus de 6 ans. Donc voici en quelques traits lapidaires le décor planté. Un pays dont le président en titre, en charge depuis bientôt 20 ans, est dans une totale incapacité de pouvoir se rappeler de son propre nom, qui est pris en otage par ses propres frères, et d'autres aussi, qui procèdent d'une vaste entreprise de captation et de pillage des richesses de ce malheureux pays.
toute une caste, principalement constituée de la famille du président, de ses clientèles et des chefs de l'armée, tout ce beau monde-là a trouvé table dressée et l'aubaine de pouvoir user d'un président de la République en trompe-l'œil pour garder le pouvoir. Mais ce régime, dont certains membres sont connus et d'autres non, d'autres dont on ne sait rien, où l'influence des puissances étrangères ne fait plus aucun doute, dans cette atroce configuration où le peuple algérien n'a rien à dire, encore moins à décider, des relais périphériques se sont agglutinés, vous voyez un peu, autour du régime qui s'est accaparé le pouvoir. Parmi eux, ce FLN, qui s'est transformé en fonds de commerce mémoriel et qui ne craint pas d'user du sacrifice de ceux qui ont donné leur vie à leur peuple. Un FLN qui n'a gardé que le nom de ce qu'il fut dans l'imaginaire collectif, mais qui est devenu l'un des meilleurs outils de propagande et de conditionnement des populations les plus naïves, seulement les plus naïves, qui procède d'une vaste entourloupe et qui est à la politique ce que le furoncle est au volcan. C'est ce FLN-là qui est aujourd'hui sous les feux de la rampe, si je peux dire, ce FLN subordonné inconditionnel au régime qui tue le pays aussi sûrement que s'il l'avait livré au pire prédateur qui existe, aussi sûrement que s'il avait empoisonné tous ses habitants, un par un, jusqu'aux enfants, jusqu'à ceux qui ne sont pas encore nés. Ce FLN vient donc de subir un autre fait du prince à 5 mois des élections présidentielles, et c'est surtout cela qu'il va falloir retenir, que nous sommes à 5 mois des présidentielles et que le régime n'a toujours pas trouvé d'alternative à son psychédélique et désespéré projet d'un 5e mandat pour un invalide. Des barons du régime savent qu'il est une question de survie pour eux, qu'ils jouent leur avenir et celui de tout le pays qui risque de basculer à tout moment dans une violence que personne n'imagine et que personne ne souhaite. Mais les scénarios de substitution qui sont proposés par les uns ou par les autres ne sont pas du goût de tout le monde. Et c'est cela qui semble mettre le feu aux poudres. Ce largage du nervi le plus zélé des Bouteflika laisse imaginer que la prise de décision n'est plus aussi unilatérale qu'elle le fut. Les clivages et les guerres de clans semblent s'aggraver. L'emprisonnement puis l'élargissement de 5 généraux parmi les plus puissants de l'armée laisse imaginer combien les équilibres sont rompus, combien et comment ils sont chaque jour réaménagés. Et en tout état de cause, nous sommes très certainement à la veille d'un accouchement. Il se prépare une vaste et profonde reconfiguration des forces en présence où le peuple n'aura aucun rôle à jouer. Et tout prêt à croire que ça se passera très mal. Aujourd'hui. Deya, Ould Abbas, dégommé du FLN, est remplacé provisoirement par Bouchereb, par la rédaction. Causeur.fr. Opposition algérienne. Bouteflika ne verra pas le printemps, par Cyril Garcia. Tessa, Louh ou Yahya, l'affaire qui a précipité la chute d'Ould Abbas, par Yassine Babouche. Alors, avec moi pour en parler, dans cette émission dont le titre est FLN, une crise à l'image du régime, Saïd Aknin, militant des droits de l'homme, Soufiane Jilali, président de Jil Jadid et membre de Mouatana, membre fondateur, Farhat Mghlaoui, cadre du FIS, Borhan Messir, fonctionnaire international à la retraite. Bienvenue à tout le monde, Saïd. Merci Jamildin pour l'invitation. Je salue aussi nos honorables invités et les téléspectateurs. Merci. Alors, nous allons commencer avec Borhan Messir, qui ne pourra pas rester longtemps avec nous. Il va juste nous faire un petit rappel de cette situation sur un plan organique et, j'allais dire, juridique. Borhan Messir, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, M. Benchinou. Bonsoir et bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs d'Al Magharibi. Merci, bonsoir à vous. Alors, Borhan Messir, comment il s'appelle? Ould Abbas a été donc installé à la tête de ce parti de façon illégale, semble-t-il, puis remplacé par M.
Bouchouarb de façon illégale, lequel Bouchouarb venait juste de remplacer président de l'APN, qui avait été viré de façon illégale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ça rime tout ça et est-ce que c'est légal? Écoutez, tout ça, tout ce travail, que ce soit dès le départ, quand il y a eu la désignation du moins de M. Jamel Ould Abbas, ou bien la désignation de ce fameux comité collégial actuel, tout a été fait dans l'illégalité. Et pourtant, quand vous essayez de voir les textes de fonctionnement du FLN, les textes sont clairs. Vous avez deux grands textes qui sont les statuts et le règlement intérieur du parti. Donc, ces deux textes-là régissent globalement le fonctionnement de ce parti qui est, comment dirais-je, partagé en deux grandes instances, qui sont les instances nationales et les instances bien évidemment locales et les instances de base. Maintenant, quand les articles, du moins les articles que ce soit du statut ou bien du règlement intérieur du FLN sont très clairs. Et on vous dit que, par exemple, je vais essayer de rentrer globalement pour connaître exactement quelles sont les instances nationales du parti. Les principales instances nationales du parti sont le Congrès, le comité central, le président du parti, le secrétaire général et le bureau politique. Ça, c'est au niveau national. Maintenant, il s'avère que le gros problème au niveau du fonctionnement de ce parti, il y a deux gros problèmes. Le premier gros problème, c'est que le comité central ne s'est pas réuni depuis un bon bout de temps, alors que les textes, que ce soit au niveau des statuts du parti ou bien du règlement intérieur du parti, les textes sont clairs. Ce comité central doit se réunir en session ordinaire une fois l'an, et bien évidemment, en cas de problème ou en cas de survenue de quelque chose il doit se réunir à titre exceptionnel. Et le deuxième gros problème, c'est la passation de compte, du moins, la manière de désignation du secrétaire général. La désignation du secrétaire général est très claire. Il doit émaner du comité central. Le secrétaire général doit émaner du comité central. Quand le comité central plébiscite ou désigne son secrétaire général, le travail est réglé. Mais nous sommes dans un cas de figure où Jamel Ould Abbas, quand il a été intronisé en 2016, il a été désigné en tant qu'intérimaire pour gérer une période d'intérim, et à partir de cette période d'intérim, il y a une convocation du comité central, une réunion extraordinaire du comité central qui devait désigner le secrétaire général. Ça n'a pas été fait et depuis le comité central ne s'est pas réuni. Maintenant, Jamel Ould Abbas a démissionné. Marchons sur le cas de la démission. M. Jamel Ould Abbas a démissionné. Sa demande de démission doit atterrir au niveau des instances habilitées à le faire. Et à partir de là, ces instances-là, le bureau politique ou à la limite la convocation en session extraordinaire du comité central, étudie la demande de démission, l'approuve premièrement et deuxièmement désigne la personne, le membre ou du moins le partisan le plus âgé au niveau du comité central pour gérer les affaires et organiser des élections dans un délai de 30 jours, bien évidemment en convoquant le comité central. Maintenant, nous nous retrouvons dans une situation... Et est-ce que Bouchouarb est la personne la plus âgée dans le comité central? Est-ce que déjà Bouchouarb fait partie du comité central? Déjà, c'est cette première question. Monsieur Bouchouarb, est-ce qu'il est membre ou il n'est pas membre? Sur le site internet du parti FLN, Monsieur Mouad Bouchouarb est membre du comité central. Maintenant, la seule instance habilitée à confirmer les choses, c'est le ministère de l'Intérieur qui a la liste des membres du comité central. Et de deux, Monsieur Bouchouarb n'a que 47 ans, donc il n'est pas la personne la plus âgée parce que vous avez Monsieur Ahmed Boumehdi, vous avez Leïla Taïeb également qui est une personne âgée, vous avez des gens qui sont encore plus âgés. Passons. Ils ont désigné, du moins le comité central, du moins le FLN ou les instances qui ont décidé de cette désignation ont désigné une personne qui vient de l'extérieur, pour ainsi dire, parce que n'oublions pas que ce monsieur est président du Parlement. Donc déjà, en termes réglementaires, le fait de cumuler la présidence du Parlement et en même temps gérer, ne serait-ce que pour, on ne sait pas la période, parce que la période n'a pas été dite, gérer un comité collégial pendant une période déterminée, là on est dans le cumul carrément et dans l'incompatibilité de fonctions. Mais incompatibilité de fonctions par rapport au FLN seulement ou à la Constitution?
Non, la Constitution est claire. Le président du Parlement, il a un article de disposition qui lui sont spécifiques. Parmi les cas où on constate la vacance de la présidence, la maladie, du moins l'incompatibilité, la démission, la mort, etc. Donc c'est clair. Mais maintenant, par rapport aux membres du Parlement, la Constitution est claire. Prenez l'article 122. L'article 122 est très très clair. Il vous dit que le député ou bien le membre du Conseil de la Nation a un mandat national. Son mandat est renouvelable, mais ne peut être cumulable avec un mandat ou une autre fonction. Alors, quand vous dites mandat, ça veut dire qu'il y a une instance du moins, il y a un truc électif. Un mandat, quand on dit mandat, généralement, on parle d'un mandat électif. Donc, le député n'a pas le droit d'être au niveau de diriger carrément un parti politique dans ce Mais c'est le cas de Louisa Hennoun. Louisa Hennoun est députée et présidente d'un parti. Pas uniquement Louisa Hennoun, il y a d'autres leaders, d'autres responsables de partis politiques qui sont membres de l'APN. Oui. Maintenant, l'article 122 de la Constitution est clair. Maintenant, l'application qu'on fait de cet article, là, ça dépasse toutes les compétences des gens. Alors, en tout cas, je retiens que par rapport au statut et au règlement intérieur du FLN, monsieur, comment il s'appelle, Ould Abbas, a été illégal pendant les fonctions qu'il a exercées étaient illégales pendant les 2 années qu'il était à la tête du parti FLN. Et M. Bouchareb, qui est à la tête du Parlement et du FLN, est en situation illégale à la tête du Parlement. Il est en porte-à-faux et installé de façon illégale à la tête du FLN. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. On est dans l'illégalité la plus totale. Et comme dirait l'autre, on n'est pas sorti de l'auberge du tout. Parce que l'un des reproches qui a été fait, du moins les reproches qui ont été faits à Jemal Ould Abbas, c'est qu'il agissait d'une manière illégale, qu'il avait désigné les membres du bureau politique, les membres assez propres, du moins des gens qui lui sont très proches, en laissant de côté, en faisant fi des textes réglementaires du FLN. Maintenant, on se retrouve dans une situation où on fait pire. C'est-à-dire que c'est plus le bureau politique, au moins le bureau politique, il est dans les instances du parti du FLN. Mais un comité collégial n'existe pas au niveau des statuts et n'existe pas au niveau du règlement intérieur du parti. Merci, Borhan Messir. Au plaisir de vous retrouver. Merci pour toutes ces informations et ces éclaircissements. Je vais faire un petit tour de micro. Sofiane Gilali, qu'est-ce que vous pensez donc de ce côté, j'allais dire, réglementaire, organique, de cette situation totalement ubuesque, où tout le monde occupe des fonctions de façon illégale? Oui, bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir à tous vos invités. Je viens d'écouter attentivement c'est Borhan. Je le remercie pour tous les détails qu'il nous a donnés. Simplement, il faut comprendre qu'on n'est pas du tout dans une phase où les textes ont une quelconque importance. En faire l'exégèse me semble perdre beaucoup de temps. Nous sommes dans la période du fait accompli, c'est ce qu'a bien dit M. Ouyahia au moment où il a voulu débarquer l'ex-président de l'APN. Nous sommes dans un rapport de force pur maintenant à l'intérieur du pouvoir. Autant cela était entre les gouvernants et les gouvernés, autant maintenant ce rapport de force s'est déplacé à l'intérieur du système où, à l'évidence, le plus fort, celui qui a entre les mains non pas les textes réglementaires, mais tout simplement entre celui qui a la force d'imposer sa solution. Donc voilà où on en est. Vous savez, depuis maintenant des années, de très nombreux partis politiques ont maille à partir avec le ministère de l'Intérieur pour beaucoup moins que cela. Or, le FLN est dans l'illégalité depuis très longtemps. En fait, constitutionnellement, il ne devrait pas exister puisque le mot FLN est donné dans l'introduction de la Constitution et il est demandé de ne pas utiliser les symboles de la Révolution. Or, y a-t-il un plus grand symbole que le FLN? Ensuite, les textes du FLN n'ont jamais été appliqués, on le sait, bien qu'à sa tête, il est le président de la République lui-même qui est président, et il faut le rappeler, il est président non pas d'honneur, mais président plein du FLN, et cela au moment où Saadani avait fait le dernier congrès, et congrès pour lequel il avait été félicité, entre autres, par le chef d'état-major de l'armée. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre de côté l'exégèse des textes
et regarder froidement la scène politique, comment elle est en train d'évoluer. Monsieur Angelelli, si je peux me permettre, à partir du moment où ces gens ne respectent même pas leur propre texte, leur propre constitution, leur propre règlement intérieur, leur propre statut de fonctionnement, pourquoi ne prennent-ils pas le pouvoir de façon tout à fait franche et honnête, coup d'État militaire, sans aucune institution, puisque même leurs institutions de façade, ils ne respectent même pas les façades. Alors pourquoi s'encombrer de choses qui ne servent à rien, qui ne respectent pas eux-mêmes? Mais non, mais le système a fonctionné très longuement avec des centres de décision éparpillés. Généralement et classiquement, le régime algérien est décrit selon 3 pôles, le commandement militaire, les services et la présidence. Or, ces dernières années, tout ce système a été bousculé par la politique de M. Bouteflika, qui a d'abord liquidé ou du moins maîtrisé les autres centres de décision, soit par la corruption, soit par l'éloignement des gens qui le gênaient. Mais à l'intérieur, cela n'a pas réglé fondamentalement le problème, ça aurait été trop facile. Ce qui fait maintenant la scène qui a été montée, le décor qui existe depuis des années maintenant, n'est plus du tout utile. Il faut que maintenant le rapport de force s'établisse dans les coulisses pour qu'ensuite un nouveau mode de fonctionnement apparaisse. Restez avec nous, M. Angelelli. Farhat Mghlaoui, cadre du FIS, merci d'être avec nous. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Qui vous remercie, Jean-Baldin Mechanouf. Je vous salue, vous et vos invités et tous les téléspectateurs. Merci, Farhat Mghlaoui. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que cette situation où ils sont en train de s'en prendre à ceux qui les servent avec le plus de zèle, plus zélé qu'Ould Abbas, à moins que ce ne soit le clan inverse qui l'ait dégommé. Et en plus, pourquoi ne pas essayer de faire ce qu'ils veulent faire tout en respectant leurs propres lois, leur propre constitution, leur propre règlement intérieur? Ils ne tiennent même pas compte de ça. Écoutez, moi je reprends un petit peu à la fin de ce que disait notre ami Borhan Messir. Il disait que c'est l'illégalité la plus totale. En effet, nous vivons dans un pays où nous avons un régime qui, à l'aube de l'indépendance, s'est déjà édifié sur l'illégalité. Tout le monde connaît le coup d'État de 1963 de 62 plutôt contre le gouvernement provisoire, le GPRA. Et à la suite de ça, il y a eu, soi-disant, une constituante pour pouvoir donner une constitution à ce pays. Je rappelle que cette constituante, elle n'a jamais arrivé à ses fins, du moment que le premier coup d'État, le deuxième coup d'État, il a été contre la constitution, du moment que M. Ben Bella et ses compagnons ont pondu une constitution dans un cinéma. Ça, c'est l'histoire. Donc, c'est à partir ils ont érigé le FLN comme parti unique avec pensée unique. Donc, c'est à partir de là qu'a commencé la dérive. Alors, toutes les libertés ont été fermées, jusqu'au deuxième coup d'État en 65. Alors, en 65, c'est la chape de plomb qui a plongé le pays dans une totale dictature, c'est la continuité de la dictature, bien sûr, où toutes les institutions étaient absentes jusqu'à, je crois, 10 années plus tard. En 76, je pense, en 76, il y a eu la nouvelle constitution. Donc, le FLN, pour vous dire, c'est un parti du pouvoir. C'est pas le parti au pouvoir, c'est le parti du pouvoir. Il a toujours été un alibi du pouvoir. Il n'y a jamais eu de démocratie au sein du FLN. Farhat Mghlaoui, comment on peut, excusez-moi de vous interrompre, comment on peut expliquer que ce régime qui passe son temps à vouloir respecter les formes seulement, le contenu, il s'en fiche. Les formes, les façades, on trompe l'œil pour tromper les gens, tromper les opinions internationales.
Il a toujours mis un point d'honneur, si je peux dire, et beaucoup de fignolage pour nous présenter des institutions à l'image des institutions françaises, Conseil constitutionnel, Cour des comptes, inspection des finances, Parlement, Chambre basse, Chambre haute, député, sénateur, président de la République. Et puis là, il prend plus de gants, il viole ses propres lois. J'aimerais comprendre pourquoi, comment l'expliquer. Est-ce que c'est la panique? Est-ce qu'ils n'ont plus le choix? Est-ce qu'ils n'ont plus le temps? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de violer de façon aussi flagrante, aussi grossière, aussi violente leurs propres lois? Moi, je pense que ce régime est arrivé à sa fin. Hein. Ce régime qui a gouverné par la violence, qui a gouverné par la duperie, qui a gouverné par le mensonge, il est arrivé à sa fin. Il ne peut plus mentir. Maintenant, on peut pas mentir parce que on peut même interdire aux gens de parler. Mais maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a les gens savent ce qui se passe à travers le monde. Donc, il peut plus continuer. Il arrive à sa fin. Et en plus de ça, il y a une guerre ouverte maintenant. La guerre dans le temps, c'était une guerre larvée. Ça se passait dans la chambre noire. Maintenant, c'est une guerre ouverte. Parce que les uns contre les autres, vous voulez dire? Les uns contre les autres? Absolument. C'est les clans du pouvoir. Écoutez, moi, je pense que nous n'avons pas affaire, premièrement, à une démocratie, ni une autocratie. Nous avons affaire à une voyoucratie. Restez avec nous, Vrat Mglaoui. Saïd Aknin. On entend parler que d'illégalité depuis tout à l'heure, mais vraiment, c'est sidérant. Un régime qui a pourtant les moyens de donner le change, qui a toujours pu donner le change, faire croire qu'il y a des élections, qu'il y a un parlement, mais qui là est en train de violer ses propres lois de façon outrancière, de façon très visible, où tout le monde peut voir. C'est-à-dire qu'il ne pense même pas à son image de marque. D'après vous? Merci Djemeldine encore une fois et je salue encore une fois les téléspectateurs et nos honorables intervenants. D'abord, il y a cette histoire de sémantique dont la réalité contredit ce qui nous est présenté pour la consommation publique. Quand on est assis sur un portefeuille qui permet, 1, l'impunité, 2, il permet tous les pouvoirs, c'est-à-dire l'accès, un tant soit peu, au circuit informel de la redistribution de la richesse et aussi participer dans un certain nombre de nominations. Quand on a été nourri à la facilité, sans pour autant, bien que Ould Abbas avait comparé l'Algérie à la Suède, en disant que l'Algérie c'est la Suède. Effectivement, son Algérie à lui, c'est la Suède. Ce n'est pas l'Algérie de tous les Algériens. Lui, il est habitué à la facilité, il est habitué à ne pas travailler et pouvoir avoir non pas simplement un salaire comme tous les autres, mais avoir les largesses, toutes les largesses. Quand on est dans cette situation, on ne démissionne pas. Tout comme aussi, on n'est pas nommé, connaissant un peu les dynamiques internes dans un certain nombre de structures politiques. Mais il ne peut pas démissionner puisqu'on nous dit qu'il est illégal. On ne peut pas démissionner quand on n'a pas de poste légal. En fait, il squattait et il est parti. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de l'illusion, la construction de l'illusion et des simulacres. Oui. Les simulacres pour nous présenter un certain nombre de choses, pour pouvoir nous convaincre que réellement, il y a des choses qui se passent. Sinon, l'épidémie de l'illégitimité, la pandémie de l'illégalité, elle commence par quoi? Elle commence d'abord par ce grand mensonge qu'on essaie du matin jusqu'au soir de nous faire avaler, à savoir l'actuel chef de l'État, c'est lui qui préside aux destinées du pays. Ça, c'est le premier des mensonges. Donc, le deuxième mensonge, c'est aussi grossier que le premier. Dans la presse, je me permets de vous interrompre, je vous laisse poursuivre, la presse, quasiment dans son ensemble, passe son temps à nous dire le président a nommé, le président a décidé, le président a fait. On ne dit même pas, ils ne font même pas d'observation, de remarques. Chacun, comme vous venez de le faire, vous. Chacun a son niveau d'éthique. Pour nous, nous mettons l'éthique au cœur de notre pratique politique. Le deuxième mensonge est aussi grossier que le premier, à savoir que Ould Abbas a démissionné. Ould Abbas, l'éviction téléphonique d'Ould Abbas obéit à la logique du cannibalisme clanique. Quand le régime a faim,
il a besoin de sacrifier l'un de ces éléments. Mais pourquoi, à votre avis, de façon plus l'impression pragmatique, pourquoi sacrifier un Ould Abbas qui passait son temps à se coucher sous les pieds de ses maîtres? Il les servait de façon inconditionnelle, le lion de la savane, le président qui regarde à 360 degrés, oui, les réalisations du grand Moujahid. Moi, j'ai envie quand on parle de Ould Abbas, de rigoler. Oui. C'est vrai que c'est rigolo. C'est tragicomique. Si ce n'était tragique. Ouais. C'est rigoler. Ould Abbas, pour moi, il faut rigoler. Pas plus. Et lui-même a dit un jour rigolons. Aujourd'hui, à notre tour de rigoler. Ouais. À notre tour de rigoler. Chacun son tour. Hein. Chacun son tour. Et la vie politique algérienne, elle est faite comme ça. Bien que. Vous pensez que c'est une vie politique, ça? Bien qu'il avait la vie politique selon le régime. Ce n'est pas tant la mienne. Oui. La mienne, elle est faite d'efforts, de sacrifices. C'est tout comme celle du peuple et des militants sincères et honnêtes. Elle est faite de sacrifices, elle est faite de travail. La politique, pour nous, c'est une passion, c'est pas un métier. Oui. C'est pas un métier. On n'est pas des professionnels en politique. Et d'ailleurs, si demain il y a un processus constituant, parce que c'est le plus important, l'initiative elle doit revenir au peuple. Si demain il y a un processus constituant, et ça va rester pour l'histoire, et je suis appelé par exemple, comme tant d'autres pour pouvoir me présenter, la première des mesures que je vais prendre pour moi-même, c'est de ne pas accepter aucun salaire. Oui, mais là, bon, c'est salaire. Mais parce que la politique, c'est servir et non pas se servir. Maintenant, vous allez me dire, mais comment vous allez vivre? Le peuple mais là est un autre sujet. Le peuple algérien est généreux. On peut dîner. Moi, je préfère prendre un salaire et servir. Je ne vous cache pas sous des formes démagogiques de la pratique. C'est pas de la démagogie. Non, c'est pas de la démagogie. Ne pas prendre de salaire, je considère que c'est démagogique. C'est une conviction profonde. Je considère. Sinon, non, c'est insulter. C'est insulter les commis de l'État, les grands commis de l'État et les hauts serviteurs de l'État, honnêtes, intègres et qui prennent des salaires ou des traitements je parle d'une ou des conviction indemnités. Personnelle. Et je ne remets pas, c'est-à-dire ma conviction n'est pas, d'abord, on ne peut pas niveler le monde par le haut ou par le bas, on ne peut pas définir les besoins des uns et des autres sont différents, ça c'est une conviction personnelle que je ne peux pas généraliser et je ne suis pas là, encore une fois, pour juger ou moraliser la société ou les responsables politiques. Chacun évolue en fonction de son cheminement personnel et de ses convictions. L'essentiel qu'aujourd'hui, on doit avoir un respect mutuel. Y compris vis-à-vis de ceux aujourd'hui qui ont ramené le pays dans cette situation, on appelle juste à ce qu'ils soient, à ce qu'ils partent et à ce qu'ils laissent ce pays aux enfants du peuple. Sinon, juste pour terminer cette histoire, pourquoi que c'est maintenant? Tout ce personnel, c'est un personnel artificiel à obsolescence programmée. Il avait une mission. Il avait bien joué sa mission, son guignol. Obsolescence programmée. Dit, ça, hein? Et oui, tout ce personnel. À péremption programmée. Exact, péremption et obsolescence. C'est-à-dire, à un certain moment, ils vont le jeter à la poubelle de l'histoire. Et on en tout comme je l'ai dit. Et je ça ressemble beaucoup au Abbas, ça, le mot. Hein? Bien sûr. Vous voulez répéter la formule? Personnel artificiel à obsolescence programmée. Ça lui va comme un gant. Ould Abbas. Ça lui va comme une chaussette rose. Et je le termine et je rigole à sa face aujourd'hui à Ould Abbas. Et pas que lui. Pas que lui, à travers lui, tout ce personnel du régime qui est là et qui a ramené notre pays aujourd'hui à l'impasse historique où elle est. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est enfermée entre deux points de l'intervalle, la haraga et la hogra. Soufiane Djilali, d'après vous, votre propre lecture des événements, pourquoi avoir liquidé Ould Abbas à un moment pareil, à 5 mois de l'élection présidentielle? Est-ce que l'option 5e mandat est tombée à l'eau? Est-ce que c'est par rapport à la prise de bec entre Louh et Yahya, la prise de position du même Ould Abbas en faveur plutôt de Yahya que de Louh, d'après vous? Je ne saurais pas vous dire, puisque les choses se passent toujours de façon occulte. Bien sûr que j'ai mon idée ou que je peux faire une analyse, mais je ne crois pas que ça soit très intéressant de connaître simplement les spéculations. Mais si, Soufiane Djilali, parce que de toutes les façons, ce régime est tellement plombé, tellement opaque, qu'il n'y a aucune possibilité de raisonner, d'analyser par rapport à des arguments sur place. Donc on n'a pas d'autre choix que de faire appel à nos propres vues de l'esprit, à nos visions de la situation et au recoupement que nous avons pu faire
ici et là. Donc, voudrions bien que vous nous livriez votre vision des choses. Non, mais je ne remets pas du tout en cause la légitimité de la réflexion et de l'analyse. Mais ce que je voulais vous dire, moi, en tant que président Jil Jadid, je suis amené à donner des positions politiques officielles et à ne pas systématiquement faire du commentaire, surtout en ce qui touche d'autres partis politiques qui ne m'intéressent qu'à travers, en fait, la compréhension de ce qui se passe et non pas pour eux-mêmes. Le FLN n'existe pas, tout le monde sait que c'est un groupuscule de gens qui grenouillent pour leurs petits intérêts de bas niveau et de médiocrité, mais tout le reste, ça ne les concerne absolument pas. En fait, ce qui est visible, ce qui peut être manifesté à travers cette situation, c'est une vue d'ensemble. Et je pense que depuis quelques années déjà, il était évident qu'on allait arriver à cette situation-là. À partir du moment où vous concentrez un ensemble de pouvoirs constitutionnels et donc pratiques évidents entre les mains d'un homme qui, lui, est totalement absent, il fallait s'attendre à ce que, logiquement, ses responsabilités se diluent, que ses moyens d'action constitutionnelle tombent entre différentes mains et que tout cela finisse dans un grand désordre et de façon chaotique. C'est ce que nous avions dit dès 2014, que le 4e mandat allait immanquablement nous entraîner vers un très grand désordre et un chaos. En fait, l'un de vos invités tout à l'heure M. Farhat, il me semble, avait dit que c'était la fin d'un système. C'est exactement ça, c'est les soubresauts d'un régime qui finit et qui ne veut pas s'en aller. Donc forcément les contradictions à l'intérieur apparaissent. C'est un régime qui est sous contrainte. Il a très bien compris que la population le refusait. Vous rappeliez tout à l'heure les chiffres et à très bon escient qu'au final le FLN ne représentait même pas 7% de la population et encore après trafic. Donc tout cela fait que le régime sait que la population n'est pas avec lui. Il sait que la situation socio-économique est extrêmement grave. Le ministre des Finances vient de déclarer il y a à peine 48 heures que l'Algérie en 2021, c'est-à-dire dans 2 années, aura à peine 33 milliards de dollars en réserve de change, c'est-à-dire pratiquement un tiers de nos besoins annuels en devises. Donc deuxième élément extrêmement grave. Troisième élément grave, plusieurs pays étrangers commencent maintenant à être pour le moins très hésitants à soutenir le 5e mandat. Le fait que le président Macron ait reçu M. Rabrab, qui a de très grandes difficultés ici avec le régime, mais aussi l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Bajolé, qui a décrit avec des mots peu amènes la situation en Algérie, qualifiant le régime de momifié et parlant du président de la République en disant de lui qu'il était maintenu artificiellement et que à tout moment il pouvait être débranché. Tout cela n'est pas anodin. Dans les relations internationales, ça ne se passe pas de façon par hasard. Donc la France devient très pointilleuse et n'a plus trop envie de s'engager plus loin. Je rappelle aussi qu'il est devenu extrêmement difficile d'obtenir un visa pour la France maintenant. Pendant des années, les Algériens avaient profité de la possibilité d'avoir des visas. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Mais Soufiane Djilali, je voulais juste... Je voulais signaler ces éléments de difficulté pour le régime. Tout cela a mené donc le régime à se replier sur lui-même et à essayer de mettre autour de lui un cordon sécuritaire. Mais comme les tensions à l'intérieur, les contradictions sont très graves, il y a en termes de physique une entropie extrêmement élevée, c'est-à-dire une déperdition de l'énergie interne au système, qui fait que plus personne ne contrôle vraiment grand-chose. Mais Soufiane Djilali, je m'excuse de vous interrompre. Alors, il semble d'après plusieurs indicateurs, que l'option du 5e mandat ne passe plus, notamment à cause d'une certaine réticence française, semble-t-il, puisque à 5 mois de l'élection, on ne sait encore rien de ce qui va se passer. Mais il semble aussi, par ailleurs, que des scénarios B et C sont en train d'être mis en place
D'abord de Poulain qui pourrait remplacer l'option Bouteflika, puisqu'on parle de plus en plus de Yahya, M. Yahya qui essaye de se mettre en scène, un Tayyip Louh qui par réaction l'attaque très violemment alors qu'il est ministre dans son gouvernement, et cette histoire de Ould Abbas quand débarque. Est-ce que tout cela ne veut pas dire que même dans leur scénario de remplacement, de substitution, ils ne sont pas d'accord et que les clivages sont en train de se creuser entre les uns et les autres? Et est-ce que la libération des généraux qui avaient été emprisonnés ne procède pas aussi de cette même logique? Oui, c'est ce qui se passe. Exactement pourquoi on dit un régime finissant, c'est-à-dire que étant incarné par un président qui est à l'évidence dans l'impossibilité de revenir sur un 5e mandat, vu toutes les conditions que j'essayais de décrire, il est évident que ça aiguise les appétits à l'intérieur du pouvoir, que ça stimule, ça motive les groupes de pression, en sachant que M. Bouteflika a incarné un régime dans lequel il coupait toutes les têtes qui pouvaient apparaître, et il a manipulé de façon à ce que autour de lui, le régime s'organise avec des factions antagonistes les unes des autres, de façon à ce que jamais elles ne puissent s'entendre et le déposer. C'est ce qu'il a fait dès 2004 en brisant l'harmonie de l'armée entre le commandement qui était à ce moment-là sous l'autorité du général Ammari et les services du DRS. Il a systématiquement joué du temps de l'Arbi Belkhir, du temps... C'est important de connaître ces personnages et c'est important de savoir comment Bouteflika a finalement créé, il a divisé pour régner. Et restez avec nous, je reviens à vous, j'essaie de répartir un peu le temps d'intervention. Farhat Maghlaoui, est-ce que toutes ces gesticulations, j'allais dire, mais pire encore, toutes ces manipulations ne pourraient pas avoir des effets incontrôlables qui pourraient devenir très dangereux pour la quiétude publique, pour la sécurité des Algériens? Est-ce que ça ne pourrait pas dégénérer tout simplement en liquidation physique, en utilisation, comme ils savent si bien le faire, ce régime, du terrorisme par Algériens interposés pour se tirer les uns les autres dans les pattes? Oui, effectivement. Écoutez, ce régime qui est arrivé au pouvoir par la violence, et malheureusement, il s'y maintient par la violence. Et malheureusement aussi, il utilise, soi-disant, les élites pour faire croire aux gens que le régime doit perdurer ou doit durer. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il arrive à sa fin. Et sa fin, je présume, et elle sera vraiment violente. C'est vraiment... Violente pour qui? Violente pour qui? Pour les membres du régime entre eux ou non, les membres du régime, ils ont fait leur pain, ils ont fait leur beurre, ils ont assuré leurs arrières dans les banques à l'étranger, etc. Mais c'est le peuple qui va trinquer, hein, parce que c'est toujours le peuple. Mais je crois que cette fois-ci, le peuple aura son mot à dire. Parce que notre jeunesse qui a été brimée et qui est brimée jusqu'à aujourd'hui, qui ne trouve même pas un champ d'expression. D'ailleurs, la jeunesse s'exprime actuellement dans les stades. Les stades sont devenus des tribunes politiques. Parce que tous les champs sont fermés, les champs médiatiques, là où les gens s'expriment. Ce régime a tout détruit, a détruit toute une société. Toutes les strates de la société ont été détruites. Donc, je pense qu'on va arriver à une explosion. Et Allah ce sera pire que ce qui a été, que l'explosion qu'il y a eu en 88. Mais d'après vous, une explosion manipulée par le régime lui-même, comme cela a été le cas dans les années 90, ou une explosion de colère du peuple qui en a ras-le-bol, comme on dit? Alors là, je pense pas que nous serons dans la manipulation, parce que la manipulation, ils ne peuvent plus la faire aisément. Hein? Maintenant, tout se joue sur carte sur table. Et cette explosion, je pense que c'est le peuple qui dira son mot. Mais, comment le peuple peut-il dire son mot dans un tel vide politique? Soit vous avez des partis qui sont à la solde du régime,
soit des partis qui sont à la mangeoire, comme ils disent, ou au râtelier, soit des petits partis qui sont des chiatines, qui ne sont là que pour s'empiffrer et mentir et manipuler les citoyens, alors que les vraies forces vives ont été complètement laminées, empêchées de parler. Même les réseaux sociaux aujourd'hui sont la cible du régime. Même les stades dont le régime usait pour endormir les masses, même les stades maintenant sont la cible du régime pour empêcher les jeunes de chanter ces fameux chants engagés contre le régime. Comment voulez-vous que cette population, que ces gens s'organisent pour lutter contre ce régime qui les opprime? Oui, c'est vrai, ce pouvoir, il a cassé toute la classe politique, il a cassé toutes les formations politiques, comme vous le disiez vous-même. Il y a ceux qui sont à sa solde, etc. Et il a dissous les strates de la société, mais comme disait l'autre, les voies du Seigneur sont impénétrables. N'oublions pas la Tunisie, juste à côté, hein, la dictature à la tunisienne qui a fini avec Bouazizi Rahimahullah, qui s'est immolé, et personne ne s'y attendait. Même les grandes puissances qui ont leurs services de renseignement, etc., ils s'y attendaient pas. D'ailleurs, lorsque ça a été éclaté en Tunisie, Madame Ali Omari, qui était ministre, je pense, de la Défense, quelque chose comme ça, elle a proposé au régime tunisien de lui envoyer des moyens de répression. Hein? Donc, le peuple, quand il s'exprime, on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'exprimer. Il bouge. En 88, bon, peut-être ça a été, maintenant c'est l'histoire qui le dit, ça a été manipulé par un clan contre un autre, mais dans tout ça, le peuple a gagné. Il a gagné au moins une ouverture démocratique qui a vite été confisquée, hein, et nous vivons, à partir de 92, aussi dans l'illégalité. Et je pense que je reviens toujours à la jeunesse, à notre jeunesse, qui est dynamique et qui comprend très bien les choses. On ne peut pas cacher la vérité. Alors, il y a une jeunesse à laquelle on n'a rien laissé. Une jeunesse qui a le choix entre mourir en mer ou mourir dans une grande prison comme l'Algérie. Eh bien, il va y arriver un jour où elle va exploser cette jeunesse. Merci, Farhad Mouglaoui, restez avec nous. Saïd Aknin, finalement, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de possibilité. Vous qui êtes jeune, comme des dizaines de millions de jeunes dans notre pays, dont pour la plupart le seul rêve accessible est de pouvoir partir un jour, de quitter son pays, de s'arracher à sa famille. Vous savez, Jamel-Din, je paraphrase notre président légitime, comme on a l'habitude de l'appeler, Hussein Eid Ahmed, paix à son âme. La jeunesse est la locomotive de l'histoire. Seulement qu'aujourd'hui, effectivement, nous faisons des constats. Nous parlons, certains de bons tribuns essayent de trouver les bonnes tournures de phrases, d'autres essayent de consulter des bouquins pour trouver de belles expressions, d'autres de belles solutions de crise. Dans la situation algérienne, il y a des bonnes énergies. La jeunesse, elle est là. Je salue d'ailleurs la création récemment de la Confédération autonome des syndicats. Oui. Il y a aussi le Forum social qui vient d'être créé. La jeunesse, elle est dynamique, elle travaille, mais simplement, elle ne veut pas s'inscrire dans des schémas dans lesquels elle n'est pas associée. Pardon, Saïd, je veux juste profiter de ce que vous venez de dire, la Confédération algérienne des syndicats autonomes. Je leur lance d'ici une invitation publique à venir à Al-Magharibiya à nous expliquer un peu ce que sont leurs objectifs, leurs méthodes, ce qu'ils comptent faire. Et je vous laisse poursuivre. Exactement. Il y a une crise de confiance. Il y a une crise de confiance et le système a utilisé deux méthodes. La disjonction et la segmentation, c'est-à-dire segmenter la société, la diviser, et la disjonction, c'est pour qu'il n'y ait pas jonction entre les différents segments. Seulement aujourd'hui, il y a des ponts, il y a à nous aussi, parce que nous aussi, parfois, on se dit, on connaît tout, on sait tout, on doit s'inspirer, le peuple nous donne des leçons
tous les jours, et loin des discours creux, loin de ces volontés individuelles de vouloir être le chef, à être... certains cachent bien leurs intentions pour qu'ils se présentent par la suite pour des présidentielles, alors qu'à la crise algérienne, un processus constitue. Et puis, nous avons des propositions. Ces propositions, on ne peut les présenter que dans le cadre. Nous, les humanistes. Nous, les humanistes et les jeunes... Humanistes, c'est un peu vague. Hein, les jeunes, je discute assez souvent avec, que ce soit des jeunes, d'autres partis politiques, d'autres courants. Il y a le Mouatana, il y a plusieurs, ils ont des initiatives. On doit se mettre autour d'une table et discuter avec des choses simples. Je dis, par exemple, aujourd'hui, il y a une chape de plomb, il y a une peur généralisée. Il faut arriver... C'est comme l'exemple que j'ai toujours en tête, c'est comme en 2001. En 2001, il y avait une chape de plomb, il y avait un blackout généralisé, que ce soit national, que ce soit international, sur les exactions de certaines fractions du commandement de l'armée contre des civils et les massacres collectifs. Il suffisait qu'un jeune, un homme d'honneur, Habib Souaidia, écrit un livre pour qu'il y ait libération d'un certain nombre, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait libération de l'énergie. Aujourd'hui, c'est des exemples simples, mettre un brassard, frapper sur une casserole, le klaxon, parce que les Algériens, ils en ont marre des discours, des théories, des théorèmes, ainsi de suite, et face à un commandement militaire. Parce que c'est le conclave des généraux. Ça, c'est une constante en Algérie. En Algérie, il y a deux constantes. C'est que le peuple est toujours marginalisé et on a toujours peur du peuple, c'est-à-dire le pouvoir est illégitime. La deuxième des constantes, c'est quoi? Et ça, c'est une vérité, c'est une lapalissade. Aujourd'hui, on essaye à travers un discours de nous voiler la face, mais c'est ça la vérité. C'est le conclave des généraux qui a désigné Bouteflika, c'est le conclave des généraux qui fait aujourd'hui qu'il est là, même s'il n'est pas là. C'est le conclave des généraux qui a fait le 2e mandat, le 3e mandat, le 4e mandat, qui va faire peut-être le 5e mandat et le 100e mandat. Donc, le conclave des généraux, c'est ça le problème en Algérie. Et en dehors de ça, effectivement, nous, on palabre. On palabre et parfois on se dénigre entre nous et parfois on n'arrive pas à faire de la... Et la solution, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. La solution, il faut libérer la parole. La première des choses, il faut qu'on libère, il faut qu'on discute entre nous. La deuxième des choses, il faut qu'on réapprenne à se faire confiance. La troisième des choses, il faut qu'on s'en organise. La quatrième des choses, il faut qu'on lance des initiatives simples, que tout le monde peut comprendre, que ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres qui peuvent comprendre des théorèmes complexes, mais qui sont simples à exécuter. C'est-à-dire, par exemple par exemple, on décide d'une heure à 22h, vendredi soir, 22h, tout le monde klaxonne. On décide par exemple, le samedi à midi, tout le monde met un brassard noir. On décide par exemple un jour de semaine, n'importe lequel, on décide d'éteindre la lumière. On décide, par exemple, un autre jour, on tape tous sur une casserole. Et ça, comme je l'ai dit la dernière fois, le Maghrébien, elle peut être... On crée une synergie entre tous les membres d'un même peuple. Exactement. Et ça va amorcer la construction de quelque chose. Parce qu'aujourd'hui... Mais vous voulez réduire les partis au chômage, alors? D'abord, il faut qu'il y ait des partis. Ouais. C'est la question qu'il faut se poser. Il faut qu'il y ait des partis, parce que l'opposition organique n'est pas de l'opposition. L'imposture n'est pas la vérité. Seul le peuple aujourd'hui. L'ancien député veut devenir député. L'ancien président veut redevenir président. L'ancien ministre veut redevenir ministre. Il n'y a que le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il n'a pas de pays de rechange, le malheur qui s'abat sur lui, ils prennent des pirogues. Mais sans pour autant que je jette le discrédit sur tout le monde. Oui. Il y a bien des hommes et des femmes, y compris députés, y compris ministres, qui sont intègres. Oui. Mais seul le peuple aujourd'hui, et la jeunesse. Regardez une chose, Djemeldine. 62% du peuple algérien, c'est la jeunesse. Et ils sont gouvernés par ceux qui ont plus de 70 ans. Et je suis obligé de vous interrompre, Saïd. Je suis désolé, j'aimerais vous écouter pendant des heures. Mais comme nous devons passer quelques images de M. Ould Abbas, c'est dommage de vous remplacer par un Ould Abbas. Je suis désolé, mais il y a des politiques. Voilà. On va rigoler. Alors, puis, Marid Miskin, de temps en temps, on aime les morts. Alors, merci à tous nos amis Saïd Aknin, Soufiane Djilali, Farhat Maghlaoui, Brahim Messir. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Ou bqaw ala khair ou bislama.
مساء الخير. الحمد لله اليوم صباح الحمد لله. اسمح لي تكلمي على الصحة نتاعي فقط. هاني مكلف بالصحة نتاعي. هذه عامين وانا نجري، ربي سلكني البارح. هاني نتكلم على الصحة نتاعي، ما نتكلموش على السياسة.